Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christian Parizeau. Bonjour. Bonjour. Chef économiste d'Orel BGC. Vous avez vu Morgan Stanley qui nous dit quoi? Grande banque américaine qui nous dit récession mondiale d'ici 3 trimestres. Si d'aventure, il y a un si, et le si est important. Donald Trump taxe à 100% les importations chinoises. On a déjà fait la moitié du chemin. Prévision trop sombre ou effectivement on y va tout droit si Donald Trump, encore une fois, taxe à 25% l'intégralité des importations chinoises. C'est des gens sérieux, Morgan Stanley, je veux dire, non? Alors, il faut expliquer pourquoi, parce que c'est vrai que Donald Trump a taxé 50% des importations chinoises, mais c'est 50% qui font les moins mal à l'économie américaine, puisque c'est essentiellement des biens intermédiaires, des biens d'investissement. Alors, ça augmente le coût des entreprises américaines, mais ça n'impacte pas directement le consommateur américain. Le portefeuille de voilà, Mr. pour faire un Smith. exemple, il n'a pas taxé les jouets. Ce qui arriverait, s'il se mettait à mettre une taxe de 25% sur les jouets juste avant les achats de Noël, ça serait peut-être quelque chose qui serait beaucoup plus négatif. Donc là, pour l'instant, on ne va pas dire que c'est neutre, ça a un impact, ça joue, ça pèse sur la croissance, ça pèse sur les intentions d'investissement, ça pèse aussi sur l'organisation du commerce mondial. On a vu qu'il y avait alors c'était assez amusant hier, on a eu l'enquête auprès des directeurs des achats américains et les directeurs des achats, ils mettaient dans leurs commentaires, on a changé de fournisseur, on a pris des fournisseurs mexicains pour échapper à la taxe de la Chine. Eh ben c'est ballot. Bah, mal joué. Trump a un peu mis tout ça par terre la semaine dernière, mais enfin, globalement… Elles ne sont pas encore effectives. Voilà, elles ne sont pas encore effectives. Ça sera éventuellement à partir de lundi. Et on a compris que les Mexicains commençaient déjà à négocier pour trouver un accord sur l'immigration qui n'a rien à voir avec le dossier voilà, économique. Ce qui n'a rien à voir. C'est curieux d'ailleurs pour les marchés d'avoir mélangé tout ça. Bah, c'est compliqué parce que ce qui est clair, il y a une chose qui est claire, c'est que des taxes, les taxes de M. Trump, c'est négatif. C'est négatif pour l'économie. Après, on peut dire politiquement, c'est autre chose, mais économiquement, vous avez le FMI, vous avez plein d'études universitaires qui vous montrent plusieurs choses. D'une part, ces hausses de taxes impactent les profits des entreprises américaines, parce que c'est elles, in fine, qui le payent. Qu'on ne le voit pas, on le voit quand même. Je vous fais des petits profit warnings, 3M, General Electric, tous les groupes américains aujourd'hui sont très affectés. Regardez la baisse des marges des constructeurs américains automobiles sur le marché américain. Alors en plus, on est un marché américain qui se retourne. Mais on a vu que la hausse des prix de l'acier et de l'aluminium fait qu'on a un prix de vente moyen des véhicules automobiles qui a monté aux États-Unis. Et derrière, on a eu une baisse des immatriculations. Alors est-ce qu'il y avait un phénomène de saturation de marché? Ça peut jouer aussi. Mais en tout cas, ça a accéléré sûrement le retournement du marché automobile américain. Donc si on prend des exemples aujourd'hui, je vous prends un exemple aussi. On a eu quand même 6 mois de retournement du marché immobilier américain. Alors c'était pas violent, hein, ça n'a pas été un effondrement parce qu'on reste dans un environnement de taux bas, mais on avait d'une part les taux longs qui avaient monté sur ces 6 mois-là, avec une hausse des prix du bois, une hausse des prix de l'acier qui a augmenté le coût des maisons. Et donc ça a freiné quand même, ça contribue à freiner. Alors maintenant, comme toujours en économie, c'est toute chose, on peut essayer d'évaluer ça toutes choses égales par ailleurs, mais une chose qui est claire et ce qu'a très bien démontré plusieurs études, c'est que in fine, ça pèse sur les marges des entreprises ou ça se répercute sur le consommateur, sur les prix pour le consommateur. Ouais, mais pour l'instant, on ne le voit pas, les prix sur le consommateur, pour l'instant. On ne le voit pas sur les biens de consomme, parce que c'est pas ils n'ont pas encore été taxés. Voilà, ils n'ont pas été taxés. Mais par contre, on le voit, je vous le disais, sur le prix des maisons neuves, sur le prix des véhicules. Mais c'est vrai que les prix des véhicules neufs, c'est qu'une toute petite partie de l'indice des prix. Et donc, globalement, c'est noyé dans l'indice des prix. Ce que nous dit l'économiste de Morgan Stanley, une éminence grise évidemment, c'est que les marchés actions, c'est son point de vue, sous-estiment l'impact de ces tensions commerciales, ce bras de fer sino-américain, sur l'économie réelle. On se dit qu'il y a un fond de vérité quand même. Oui, alors ce qui est clair, c'est qu'on peut être étonné que le marché action américain ne baisse pas plus. Parce que là, comme le signal que nous envoie d'ailleurs le marché obligataire ou le pétrole. Voilà, on a des vrais signaux. Alors le gros problème aussi, c'est comme toujours, c'est si je retire mon argent du S&P 500, où je vais le mettre. Si je le mets dans un marché obligataire qui est très très cher, ça ne fait pas arriver non plus. Donc je pense qu'il y a deux choses qu'il faut voir. Il y a l'aspect économique, impact sur les résultats des boîtes qui sera manifeste. Et on a vu que quand même le marché action pouvait corriger assez sensiblement. On a vu une très nette sous-performance des valeurs industrielles. Aujourd'hui, vous savez, ce qui monte le plus sur la bourse américaine, c'est quand même l'immobilier.
Ouais. C'est quand même donc la valeur défensive, c'est l'immobilier, c'est les utilities. Bah, c'est Donc pas une surprise. voilà, c'est pas une surprise, mais ça montre bien que quand même le marché est discriminant. C'est-à-dire qu'on peut pas dire aujourd'hui que les valeurs techno, n'ont pas les valeurs des semi-conducteurs, ont quand même fait beaucoup de yo-yo sur Ouais. cette thématique-là. Donc il y a quand même des réactions par rapport à ça. Le seul problème aujourd'hui, qui est plus un problème plus global, c'est où mettre son argent face à énormément de liquidités et face surtout à des marchés obligataires qui sont particulièrement chers encore aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si le conflit commercial, encore une fois, entre la Chine et les États-Unis, traîne en longueur? Vous me dites, ça dépend si on a de l'escalade dans les tensions ou pas. Parce que voilà. c'est peut-être ce qui est en train de repricer, de recalibrer les marchés, c'est justement sur le fait que la happy end qu'on aimerait tous voir, elle n'est pas pour tout de suite. Elle n'est pas pour tout de suite, ça c'est évident. On s'installe surtout dans quelque chose. Alors moi je pense que Trump a peut-être fait le tweet de trop la semaine dernière, parce que le problème qu'il Sur a le mis, Mexique, sur le ouais, c'est le Mexique, c'est un tweet de Trump, parce que le problème c'est qu'il attaque le Mexique sur un problème qui n'est pas du tout de l'économie. Ouais. Jusqu'à présent il disait je monte les droits de douane parce que ça force I'm a les tariff gens. man. Voilà, dit-il. parce que je force les gens à venir autour d'une table pour négocier et faire un traité. Ouais. Là, il a fait un traité avec le Canada et le Mexique. Et puis là, pour une autre raison qui n'a rien à voir avec l'économie, qui n'a rien à voir avec l'équilibre des échanges entre le Mexique et les États-Unis, il monte les tarifs douaniers en disant finalement, c'est l'arme qui est géniale pour faire céder tout le monde. Ouais. Je pense que je comprends au niveau de la politique intérieure. Je comprends que ces tweets, ça peut être très bien ressenti vis-à-vis de son électorat. Il montre qu'il est actif sur le problème d'immigration. Mais économiquement, ça crée, de l'incertitude. Alors, je reprends mon exemple de mes chers directeurs d'achat là, qui nous disaient j'ai pris un nouveau fournisseur mexicain. Derrière, ils ne montent pas les droits de douane avec le Mexique, ils se réunissent, ils se tombent d'accord, tout va bien. Mais moi, maintenant, j'ai aucune confiance, et visibilité. aucune visibilité. Mettez-vous à la place. Aujourd'hui, si je prends un constructeur automobile, il y a une partie de sa production qui est au Mexique. Est-ce que je le laisse encore au Mexique dans les prochaines années avec Trump cette qui peut épée de Damoclès à tout moment, voilà. pour une raison qui n'a rien à voir avec l'économie, Voilà. remettre des droits de douane. Voilà. Donc ça, c'est un gros problème. Et on a vu que d'un seul coup, la Chine a changé de ton, a beaucoup durci son ton, parce que derrière, pourquoi aller négocier avec M. Trump si on n'est pas sûr qu'il va garder, il va tenir parole? Donc là, c'est un vrai problème. Et oui, c'est là où on a envie de faire preuve d'optimisme, mais on a du mal quand on voit, on l'a déjà dit hier, mais Pékin qui muscle sa riposte avec une shortlist des boîtes qui seront elles aussi non fiables, Pékin qui parle de terrorisme économique, on en a parlé hier déjà de ça, mais voilà, on a une riposte de Pékin qui se muscle, on a Trump qui ouvre de nouveaux fronts. On n'arrive pas à être optimiste sur ce dossier-là à court terme, sauf surprise. Voilà. Quand on voit la direction qu'on prend. Voilà, on ne peut pas être optimiste. Donc finalement, on voit que le marché a quand même réagi à ça. Ils ont quand même vendu énormément tout ce qui est valeur industrielle, tout ce qui est les valeurs les plus exposées. Donc on ne peut pas dire que le marché est resté indifférent à cette problématique. La seule chose aujourd'hui qui fait peur, c'est de savoir, et c'est peut-être la limite pour le marché, c'est est-ce que ça, c'est un choc ponctuel à l'économie américaine et finalement on peut peut-être avoir un petit ralentissement, un petit coup, quelques points de PIB sur la croissance américaine, mais finalement ça ne casse pas la croissance américaine, ou est-ce que ça va entraîner une récession? Et je dirais que c'est là peut-être… Mais tout dépend combien de temps on va durer, encore une fois, ça va le faire, c'est mais ça, même le pas, sujet. parce que si c'est un sujet qui finalement peut être absorbé par une demande intérieure solide, un marché du travail qui reste solide, le problème c'est qu'aujourd'hui je pense que le marché action est particulièrement sensible à un élément, c'est les chiffres de l'emploi. C'est le fait que l'inflation ne redémarre pas. Parce qu'à un moment donné, il y a deux risques principaux aujourd'hui dans le scénario. Soit véritablement le ralentissement industriel, voire une quasi-récession industrielle, entraîne des licenciements massifs dans l'industrie américaine et à ce moment-là, ça pèse sur les chiffres de l'emploi et donc on est vraiment dans un schéma de récession. Soit éventuellement, ça crée un choc inflationniste, mais qui ne va pas rester ponctuel. Si c'est qu'un choc sur un mois ou deux, c'est pas très très grave, la Fed ne va pas surréagir, mais qu'on est vraiment dans un choc inflationniste beaucoup plus durable avec accélération des salaires, ça veut dire que la consommation reste tiendra, mais à ce moment-là, la Fed ne peut plus baisser ses taux, ne peut plus soutenir l'économie parce qu'elle est face à finalement reprendre son bâton en disant je vais lutter contre l'inflation. Et donc là, dans ces deux scénarios-là extrêmes, on est sur un risque de récession et là, on peut être véritablement sur des choses beaucoup plus négatives pour la valorisation de Wall Street. Je reviens à la première question, Christian. Encore une fois, si on va à 100%, si les 100% des importations chinoises sont taxées, c'est la récession assurée d'ici 9 mois? Parce que votre réponse, d'un coup, j'ai un doute. C'est pas évident. Moi, je pense que ça augmente énormément. Alors, je vais parler en économie, ça augmente la probabilité, mais c'est évident que ça va entraîner des anticipations de risque de récession parce qu'on aura un choc inflationniste.
Tout le problème, c'est que face à ce choc inflationniste, comment réagit l'économie? Vous avez deux possibilités. Soit ça entraîne une boucle prix-salaire parce qu'on est sur un marché du travail tendu et dans ce cas-là, on est dans une vraie reprise de l'inflation et ça pose un problème parce que la Fed va devoir à terme freiner. Soit au contraire, ça pèse sur la consommation des ménages qui voient une très forte hausse de une baisse de leur pouvoir d'achat parce qu'ils ont une hausse des prix de leur… Et donc ils consomment moins et on a un ralentissement, voire un ralentissement qui peut aller jusqu'à une récession. Mais globalement, on rentre dans une grosse période d'incertitude. Je ne sais pas ce que je préfère entre les deux. Voilà, en tout cas, ça sera peut-être un peu des deux, ça ne sera pas aussi simple que ça, mais on est face quand même à un vrai risque de récession et en tout cas le marché va quand même se dire je ne peux pas dire qu'il y a zéro risque qu'en 2020 il n'y ait pas de récession. Et là on voit que les économistes américains sur cette thématique ont nettement remonté leurs anticipations d'inflation puisqu'on est sur des hypothèses d'inflation, de récession en 2020 autour de 80% sur la dernière enquête de la NAB. Donc on voit qu'on commence à intégrer ce risque-là. À quelles conditions les indices boursiers peuvent se stabiliser? Parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas encore touché le fond de la piscine. Hein. Ah non, on n'est pas non plus sur une bourse complètement dévalorisée. On reste encore finalement, les marchés actions tiennent relativement bien comparativement à ce qu'on voit sur le pétrole ou sur les marchés de taux. Oui, mais c'est tout le problème. C'est-à-dire que si on regarde le marché action tout seul au niveau du PE, on est légèrement… Price earning. Voilà, on est légèrement en dessous, on paye légèrement en dessous de la moyenne de long terme, mais ce n'est pas dramatique. On ne peut pas dire que le marché est très bon marché. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que les marchés actions sont décotés. Mais quand vous regardez les autres… On ne peut pas dire que les marchés actions aujourd'hui sont décotés. Non, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui il y a une prime de risque. On est sur la moyenne historique. Voilà, très légèrement en dessous. Donc, par contre, si on regarde, mais où je mets mon argent autre part, je vais le mettre où? Est-ce que je vais le mettre en Chine? C'est pas le moment. Est-ce que je vais le mettre sur l'obligataire qui est sans risque? Ok, mais j'ai aucun rendement à attendre, donc le marché obligataire est très cher. Est-ce que je vais le mettre dans les émergents? S'il y a une vraie récession, s'il y a un retournement, vaut mieux être aux États-Unis que dans les émergents. Je ne vais pas le mettre en Europe parce qu'on sait que l'Europe souffrira plus en relatif. Donc finalement, ce marché, il n'est pas extrêmement cher, mais c'est le moins cher de tous les marchés financiers. Mettre de l'argent sur le pétrole, sur les matières premières, s'il y a une guerre commerciale, ce n'est pas le meilleur investissement. Donc finalement, par défaut, en relatif, on va dire que ça reste encore un support d'investissement en cas de scénario extrême. Par défaut. Le problème, c'est l'excès de liquidité dans le marché financier. C'est plus ça le vrai problème. Finalement, si on doit résumer, les marchés sont en train de réévaluer, de recalibrer l'impact, encore une fois, l'impact des dégâts économiques de cette guerre commerciale. Et c'est pour ça que les marchés actions baissent. Parce qu'on se dit, pour éviter que la récession arrive, augmente. Enfin, que le freinage économique soit plus brutal, augmente. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est là. Voilà, on se dit, il y a un risque, il y a des facteurs de risque politique, on commence à le voir sur les données d'enquête, on va le voir sur l'économie. Sur le commerce international. Mais voilà, sur le commerce international. Depuis 6 mois, on est dans le rouge. Là. Voilà, on est véritablement dans des signaux négatifs de ralentissement, pas encore de récession, mais on voit que ça commence à apparaître. C'est vrai que vous prenez l'ISM mondial sur l'activité des directeurs d'achat, des directeurs d'enquête. Donc si on agrège toutes les enquêtes qui sont réalisées dans le monde ce mois-ci, on est passé en dessous de 50 dans le secteur manufacturier. Donc on commence le niveau en dessous duquel on commence à parler de contraction d'activité. Donc, ça reste modeste, mais on voit qu'il y a quand même des signaux qui sont en train de s'opérer, où il y a un secteur industriel qui souffre énormément. Par contre, bonne nouvelle, il n'y a pas de contagion. Attention, roulement de tambour, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de contagion de l'industrie vers les services. Pour l'instant, c'est à suivre quand même. Et le vrai sujet, il est là. Et entre autres. Parce que ça, c'est un vrai élément. C'est-à-dire que ça pourrait être un élément. Est-ce que la contraction de l'investissement des industriels, est-ce que les perspectives très négatives font que je commence à licencier? Est-ce que ça fait que je commence à couper aussi mes investissements? J'ai un impact sur le secteur des services. Et là, on aurait un élément beaucoup plus global de ralentissement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que c'est un coût. C'est évident, ça commence à se voir. Qu'on a du mal à mesurer. Ça pèse sur la croissance mondiale, mais on n'est pas encore dans les scénarios extrêmes. On est très très loin d'une crise financière qu'on a pu avoir dans la précédente récession. D'ici au G20 de la fin du mois, et là on se dit que c'est une éternité, le G20, ou éventuellement, c'est pas confirmé côté chinois qu'il y aurait une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping au Japon. Difficile de croire que ça peut rebondir. On va continuer sur le yo-yo là. C'est à peu près le yo-yo à la baisse quand même. C'est un yo-yo qui descend quand même. Voilà, on va dire qu'on va réagir surréagir parce que finalement, on n'a pas d'éléments très forts pour finalement s'accorder sur un scénario. Et puis, on va espérer aussi des tons de banquiers centraux qui vont rester très accommodants. Bon, c'est pas une surprise, ça, pour le coup. C'est pas une surprise, mais bon, c'est que ça reste quand même un élément de soutien parce que ça veut dire qu'on reste sur des niveaux de taux bas et que finalement, ça reste un filet de sécurité pour les scénarios les plus extrêmes. Voilà, merci pour ces commentaires. Christian Parizeau, donc, invité à la grande interview en direct sur Boursorama, chef économiste d'Aurel BGC. Merci.